plaisir d'être ici. C'est super de voir tellement de gens, je suis content. D'accord. Donc Jean-Marc à son tournage, il nous a fait vraiment l'honneur de venir jusqu'à Beauvais. Il repart en tournage après, donc c'est vraiment très très sympa de sa part. Alors, festival scandinave, pays nordique. Pourquoi Jean-Marc Barre, me direz-vous? Je suppose que vous avez compris, vous avez tous lu le catalogue de toute façon, et puis vous savez tous que Jean-Marc, après avoir été le pauvre héros qui meurt noyé à la grande consternation de je ne sais pas combien de dizaines de millions de spectateurs, disparaît, nous revient avec un engagement assez particulier aux côtés de Lars von Trier, en tout cas dans une philosophie de cinéma, qui va nous raconter un petit peu alors comment c'est arrivé la rencontre avec Lars von Trier, pour le nommer, donc notre Danois indomptable, et qu'est-ce qui vous a fait vous plonger un petit peu dans cette manière nouvelle d'aller au-devant du cinéma. Je peux m'asseoir? Du coup j'en profite. Voilà. Alors, Luc Besson, en faisant le Grand Bleu, m'a donné la possibilité de rencontrer Lars von Trier. À cette époque-là, 88, 89, 90, j'étais encore le parfum du mois. Lars utilise beaucoup les parfums du mois, comme Nicole Kidman et tous les grands stars qu'il a utilisés après. Et il faut dire une chose que, après le Grand Bleu, j'étais dans un dilemme un petit peu bizarre. Moi, je suis moitié américain, moitié français. J'ai été élevé aux États-Unis. Et quand j'ai fait le film, Le Grand Bleu, tout d'un coup, j'ai devenu un acteur à très grand prix. Et il n'y avait que 3-4 metteurs en scène français qui pouvaient me parler. Donc tout d'un coup, le choix était réduit de choses que je pouvais faire. Et en plus, je n'étais pas vraiment français, je devais travailler sur mon accent, des trucs comme ça. Et arrive un metteur en scène danois à qui j'avais déjà vu son premier film, The Element of Crime, qui me convoque pour aller au Danemark. On se parle, mais surtout, je m'en rends compte, en lui parlant en anglais, parce qu'on avait tourné Le Grand Bleu en anglais, il faut savoir, que je faisais partie d'une génération qui, sur le continent européen, sans barrière de classe, pour une fois, pouvait se communiquer dans une langue similaire, qui était l'anglais, que tout d'un coup, il y avait une possibilité de faire un cinéma européen, c'est-à-dire où tout d'un coup, on avait un Danois, un Allemand, un Français, un Suédois, un Islandais, un Irlandais, où tout d'un coup, on se débarrassait un petit peu des chaînes de chaque cinéma domestique, et que tout d'un coup, on pouvait poursuivre des films, des histoires d'amour, des polars, n'importe quoi, mais tout d'un coup, on n'était plus dans ce genre de censure locale, ni hollywoodien. Et donc, le premier truc qu'on avait fait ensemble était Europa, qui était un film assez subversif, qui reparlait un petit peu de ces émotions de la guerre qui sont toujours là, etc. Mais je me retrouvais justement avec quelqu'un comme ça, parce que c'était quelque chose de nouveau, et surtout ça créait un challenge aux produits hollywoodiens. Un vrai challenge en termes de fond et aussi bien de forme. Sauf que Lars, dans son évolution, il tourne comme une famille, donc on devient très 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 proche très vite et les choses sont simples. Mais une chose qu'il a fait dans son évolution comme un metteur en scène, c'est que justement il voulait déconstruire le pouvoir de l'image, de concentrer seulement sur l'histoire. Et en faisant Breaking the Waves, où il met la caméra sur l'épaule, c'était un peu ce genre de mouvement. Quand le film Breaking the Waves est sorti en 96 ou quelque chose comme ça, les gens étaient choqués que la caméra bougeait, elle n'était pas stable. Ça allait un peu contre le grain. Et justement, Breaking the Waves, Breaking the Rules. Et c'était quelque chose qui était intéressant parce qu'en faisant ce film aussi, on était dans une intimité inattendue dans cette histoire d'amour entre Bess et son homme. Et donc ça créait quelque chose de vraiment très fort en émotion. Il est allé encore plus loin. Et moi j'ai eu l'occasion, il m'avait demandé d'être le parrain de ces deux garçons en 95.
Et donc je suis allé pour la confirmation. Et la seule raison qu'il m'a demandé de le faire, c'était parce que j'étais catholique et je ne vais même plus à l'église, je ne sais pas. Ça, c'est un petit détail sur l'Ars. Hein. Mais en tout cas, je dormais chez lui et il m'a dit, tiens, je veux que tu regardes ça. Et c'était Les Idiots, qui était son film dogme. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, là, tout d'un coup, et je vais vous expliquer, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que est le dogme, mais quand j'ai vu Les Idiots pour la première fois, j'ai dit, mais attends, moi je peux faire du cinéma. J'ai pas besoin de 4 millions, j'ai pas besoin d'essayer de faire plaisir aux télévisions. J'écris avec mon cœur et j'essaie de voir ce qui ressort. Donc, juste pour que vous sachiez les règles de chasteté écrites par 2 Danois sous un soir en 1995. Thomas Winterberg, Lars von Trier. Il voulait essayer de concentrer sur la réalité du drame, essayer d'éviter toute artificialité. Donc ils ont créé 10 règles, des règles comme on ne peut pas utiliser une lumière artificielle, on doit prendre la lumière comme elle est, on ne peut pas créer un décor, on doit prendre un décor comme on la trouve. S'il y a de la musique, on ne peut pas mettre de la musique après, la musique doit se jouer pendant la scène et est inclue dans l'enregistrement. S'il y a une action artificielle, si par exemple on filme quelqu'un se fait tuer avec un pistolet, eh ben, le pistolet doit avoir une vraie balle et l'acteur doit le prendre. Donc on essaye d'éviter des choses qui sont fausses. On essaye de concentrer sur des choses qui sont là, devant la caméra. Et c'est très innocent, c'est très idéaliste comme idée. Mais ce qui était marrant, c'est que aussi, à cette époque-là, c'était le premier à tourner avec un petit caméra digital, un Sony 1000, qui coûtait $2000 à cette époque-là, et qu'on peut tourner en digital et transférer sur 35. Une chose qu'il a fait, Lars, en faisant ce film, et aussi Winterberg avec Festen, c'est que pour la première fois, des films ont marché dans le marché qui étaient tournés avec une image pourrie. Donc, moi, quand on a abordé ça, tout d'un coup, avec mon partenaire Pascal Arnold, qui est écrivain, je me suis dit, il y a l'occasion, tout d'un coup, je peux essayer d'écrire mon premier film, suivre mon cœur, et essayer d'aller dans les rues de Paris, et au lieu d'avoir une grande équipe, essayer de voler les choses, parce que tout d'un coup, quand tu es en train de tourner avec cette petite caméra, les gens te prennent pour un touriste. Donc tout d'un coup, quand on a tourné Lovers à Paris, on avait la figuration gratuite, ils étaient parfaits, on pouvait concentrer sur le drame, je pouvais avoir une intimité. Moi, je tenais la caméra pour Lovers. Quand j'ai tenu la caméra, je l'ai mis sur Automatic Focus, je ne connaissais rien de cette caméra. Donc tout d'un coup, il y avait un vrai désir de concentrer sur le drame qui est en train de se passer juste devant nos yeux, et de ne pas essayer de faire des effets. Et pour nous, c'était quelque chose, bien sûr, que je dois dire, quand j'ai fait le premier jour de tournage, et que j'ai tenu la caméra, avec le jeune homme qui vient vers moi pour découvrir la librairie. Il y avait un stabilisateur sur la caméra, mais je croyais tellement que je blasphémais que je tremblais. Parce que c'était ma carrière. Pour moi, là, tout d'un coup, là, Jean-Marc Barr pouvait être reconnu pour avoir fait un film qui était pas mal pour un home movie. Il y avait ce risque-là, que tout d'un coup, ça soit n'importe quoi. Qu'on a pris le risque, Pascal et moi, d'essayer de raconter une histoire d'amour à Paris, et se demander et se poser la question, est-ce qu'on a le droit d'aimer qui on veut, où on veut, aujourd'hui en France, ou à cette époque-là, et on découvre que non. Non, mais c'est bien, mais moi j'ai envie de nous entendre, c'est pas le souci, mais juste un truc, vous parlez d'Europa, donc c'est un des films de la trilogie sur l'Europe de notre ami Lars von Trier, et vous, ça vous donne une idée de passer derrière la caméra,
Donc vous nous parlez du dogme, etc. Et pour lui, vous êtes acteur, et vous passez derrière la caméra et vous dites j'ai envie de faire une trilogie sur la liberté et l'amour à Paris. Vous apportez le dogme en France avec tous les risques que ça comporte, qu'on vous dise non mais il fait du cinéma de famille, comme vous dites, voilà. Et vous le prenez et vous y allez. Mais alors comment ça se passe? Vous allez voir les producteurs, vous leur dites faire un film caméra à l'épaule, sans éclairagiste, sans rien. Vous êtes accueillis comment en France en fait? À cette époque-là, il y avait Cannes, où justement Feston avait gagné meilleur film, il y avait Les Idiots, tout le monde en parlait, Martin Scorsese avait dit que quand même il a raison. Il faut dire une chose, Dogme, quand ils ont créé le Dogme, ces deux Danois qui se sont saoulés un soir, c'était surtout pour montrer que le Dogme est chez nous, est à Hollywood, avec cette image parfaite, avec ces acteurs lisses, avec ces histoires politiquement correctes, qui ne dévie jamais. C'est ça qu'il voulait dire avec le dogme. Et là, c'est que un grand sens d'humour. Et justement, quand on a eu la liberté de tourner, la manière dont on a financé le film, c'était parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça, c'est l'opposé total. Il y avait Pierre Lescure à Canal+, Élodie Bouchez venait de gagner à Cannes et j'avais travaillé avec elle dans un film très glauque qui s'appelle J'aimerais pas crever un dimanche et j'avais envie de faire quelque chose de très lumineux après ce film. Et avec Pascal, on s'est dit, écoute, on peut aller peut-être chez TF1 International parce qu'ils ont envie de films en anglais parce qu'on avait entendu ça. Et dans un après-midi, on est allé voir TF1 International, Perrine Thésée. On leur a parlé de Lovers, mais aussi avec l'intention de faire une trilogie, avec Élodie dans les trois films, Élodie qui venait de gagner, donc qui était le parfum du mois à cette époque-là. Et on est allé voir Pierre Lescure dans l'après-midi, et donc on a financé les trois films, donc c'était 1 million chacun pour les trois films, donc 3 millions, le coût d'un premier film français. Donc c'est juste pour savoir. Mais l'idée qui nous est venue le plus, c'est que dans cette idée de Free Trilogy, trilogie sur la liberté, c'est de se poser des questions au début du XXIe siècle. Est-ce qu'on est libre d'aimer qui on veut, où on veut? Est-ce qu'on est libre dans notre choix sexuel et notre poursuite du plaisir? Est-ce qu'on est libre, dans le troisième, Being Light, est-ce qu'on est libre dans notre liberté de pensée et d'esprit? Donc c'était trois fables cruelles dans lesquelles on se pose ces questions. Et ce qui était marrant, c'est qu'en ayant trouvé cette liberté à travers le dogme à démystifier la production d'un film, de démystifier tout ce processus où normalement il y a 4-5 millions de dollars, il y a des grandes équipes, tout d'un coup le metteur en scène n'a plus le contrôle sur son plateau parce qu'il y a trop d'argent. Là, on était en train de suivre nos cœurs. Et c'était quelque chose de rafraîchissant, surtout en comparaison avec ce qui s'est passé avec nous auparavant. Et surtout, ce qui était marrant, c'est qu'on a fait un film à Paris, Lovers, on a fait Too Much Flesh dans le village où est né mon papa en Illinois, dans les fins fonds de l'Illinois. Et le troisième, on a tourné en Inde. Et 3 films en 3 ans. Chaque film qui nous a pris première idée à la sortie, 9 mois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tout d'un coup, on a utilisé la planète un petit peu comme Max Sennett faisait il y a longtemps quand il faisait ses premiers films. Et c'était ça, je pense, qui était le grand but et le grand cadeau d'avoir fait un film dog, c'est-à-dire qu'on a été imprégné, en étant metteur en scène producteur, à suivre nos cœurs et à décider par nos cœurs et pas par nos têtes. Et dans un monde comme aujourd'hui, ça c'est impossible. Et ce qui est marrant, c'est que cette impression qu'on a eue et cette liberté qu'on a sentie, dès qu'on l'a goûtée, on ne peut plus la lâcher. Et donc, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que le compromis, il y a beaucoup de gens qui font des compromis pour le fric, des trucs comme ça, et on se dit, bon, je vais compromettre là cette fois-ci, mais je vais me rattraper après. Ça ne marche pas, ça. Il faut Jamais, pas de compromis, jamais. On ne peut pas, aujourd'hui on ne peut plus. C'est-à-dire que les valeurs de fric et l'industrialisation du cinéma à tel point qu'il est aujourd'hui, on n'en a plus du cinéma. Et c'est parce
on se censure nous-mêmes parce qu'il faut vendre le film pour qu'il joue à 8h30 sur TF1 ou France 2 ou FR3. Donc tout d'un coup, tout est formaté pour être revu. Prime time. Alors si vous voulez bien, on va regarder quelques images pour nous parler un petit peu, qui vont nous parler un tout petit peu du dogme. Après, on va reparler de Lover tout profondément. Mais on va voir un petit peu de repas où vous êtes dedans, évidemment, le rôle principal quand même, le repas, donc sur la trilogie de l'Europe de la pensée. Et puis un petit peu des idiots pour bien qu'on comprenne ce que vous dites en fait à propos de la naïveté, des choses qui partent du cœur, etc. Comme ça va replanter un petit peu les choses dans l'esprit des gens, et puis bon, il y en a pour 2 minutes, et puis on se retrouve tout de suite après. Alors excusez-nous, c'est pas des 35 mm, ça va pas être terrible, c'est de la vidéo.